la steppe russe en juillet 1943, un paysage d'infini vert et or, ses champs ondulants s'étendant jusqu'à l'horizon sous un soleil d'été haut et impitoyable. Pourtant, sous cette étendue sereine, une immense tension crépitait dans l'air. Des tranchées balafrèrent la terre, des pièces d'artillerie étaient tapies dans des positions préparées et des colonnes blindées de chars grondaient le long des routes de terre. Chaque mouvement était précis, chaque unité prête pour le moment où le calme basculerait dans le chaos. C'était Koursk, la plus grande concentration d'hommes et de machines que le front de l'Est ait jamais connue, et les deux camps savaient que les jours à venir seraient décisifs. Au nord, les forces allemandes sous le commandement d'Hitler rassemblaient leurs fers de lance. Panthère, Tigre et Ferdinand, chacun étant une forteresse mécanisée dotée d'une puissance de feu redoutable. Les pilotes de la Luftwaffe tournaient au-dessus, prêts à frapper les positions soviétiques et à préparer le terrain pour l'avancée des blindés. Chaque commandant, de modèle au nord à août au sud, comprenait les enjeux. Après le désastre de Stalingrad, un succès ici pourrait redonner l'initiative à la Wehrmacht, repoussant potentiellement l'armée rouge et changeant l'équilibre sur le front de l'Est. De l'autre côté, les soviétiques étaient tout aussi vigilants. Les réseaux de renseignement bourdonnèrent de rapports sur les préparatifs allemands, offrant à l'armée rouge une rare occasion d'anticiper le coup avant qu'il ne frappe. Le maréchal Zhukov et ses généraux allaient transformer le saillant de Koursk en une forteresse. Les T-34 et les KV-1 brillaient au soleil tandis que les équipages s'entraînaient, leurs visages marqués par la détermination. Dans ce silence tendu, la steppe elle-même semblait retenir son souffle. Environ 3 millions de soldats, des milliers de chars et des centaines d'avions étaient près de chaque côté. Chaque décision, chaque instant et chaque faux pas serait amplifié à travers les plaines. Le 5 juillet, le tonnerre de l'artillerie briserait le silence et l'une des plus grandes confrontations blindées de l'histoire allait se dérouler. Une lutte titanesque qui façonnerait le destin du front de l'Est et laisserait à jamais son empreinte dans l'histoire militaire. Bienvenue à Wars of the World. Après la catastrophe de Stalingrad au début de 1943, la Wehrmacht s'est retrouvée ébranlée. La reddition de la 6e armée en février avait brisé non seulement la force militaire allemande, mais aussi leur morale. Sur l'ensemble du front de l'Est, les pertes en hommes, en matériel et en élan ont forcé le haut commandement allemand à réévaluer sa stratégie. Pourtant, Hitler, convaincu que l'Allemagne devait reprendre l'initiative avant l'été, a pressé ses généraux de trouver un moyen de retrouver la domination. Dans les secteurs sud, le maréchal Erich von Manstein a réorganisé les restes des formations anéanties en un groupe d'armées sud reconstitué. Entre février et mars, il lança une contre-attaque qui allait devenir connue sous le nom de 3e bataille de Kharkov. En utilisant la 4e armée blindée sous le commandement du général Hermann Huth et le corps blindé SS sous Paul Hauser, Manstein frappa les pointes de lance soviétiques trop avancées après leur avancée vers l'ouest depuis Stalingrad. Dans une guerre de manœuvres rapides et brutales, ces forces blindées allemandes contournèrent, encerclèrent, puis détruisirent les unités soviétiques avancées, infligeant de lourdes pertes. Et reprenant la ville de Kharkov le 14 mars 1943 et avançant ensuite vers le nord pour reprendre Volgograd d'ici la fin du mois. Ce succès, bien que tactiquement impressionnant, a révélé une certaine fragilité. Ces avancées avaient étiré les lignes d'approvisionnement allemandes, leurs forces restaient trop étirées, et le dégel du printemps, connu sous le nom de Rasputitsa, allait bientôt rendre les opérations à grande échelle difficiles.
De plus, bien que Kharkov et Belgorod aient offert un certain répit, elles n'ont guère modifié la situation stratégique de fond. L'armée rouge se rétablissait, se réorganisait et était toujours capable de lancer de nouvelles offensives. À Berlin, Hitler et son état-major ont examiné leurs options. La Wehrmacht avait remporté un succès local à Kharkov, mais le front de l'Est menaçait toujours de s'effondrer. En même temps, la guerre dans son ensemble tournait contre l'Allemagne. La défaite des forces de l'Axe en Afrique du Nord en mai 1943 a éliminé un théâtre d'opérations clé. Les débarquements alliés en Italie étaient imminents et la campagne de bombardement stratégique sur le Reich commençait à s'intensifier. Hitler faisait face à des exigences croissantes de la part de ses alliés, à la nécessité de restaurer le prestige allemand et à un besoin militaire urgent d'empêcher les soviétiques de prendre un avantage irréversible. Un coup décisif à l'Est pourrait anéantir la puissance soviétique d'un seul coup, raccourcir le front et libérer des divisions à utiliser ailleurs. Le saillant de Koursk, une énorme avancée dans les lignes soviétiques entre Orel au nord et Belgorod au sud, semblait offrir cette opportunité. Si cette zone pouvait être coupée et les forces à l'intérieur détruites, l'Allemagne pourrait retrouver sa liberté de manœuvre et l'initiative stratégique. Sous le nom de code Unternehmen Zitadelle ou Opération Citadelle, Hitler approuva une offensive en tenaille. Depuis le nord, la 9e armée du colonel-général Walter Maudsley du groupe d'armées centre avancerait vers le sud depuis Orel. Depuis le sud, le groupe d'armées sud du maréchal Erich von Manstein avec la 4e armée blindée du général Hermann Huth et le détachement du général Werner Kemp avancerait vers le nord depuis Belgorod. Les deux pinces devaient se rejoindre près de Koursk, encerclant et anéantissant les forces soviétiques à l'intérieur. Dans ses mémoires, Victoire perdue, Manstein résume le plan de l'offensive. Citation : l'opération Citadelle devait être un coup décisif, un coup de marteau qui briserait les défenses soviétiques et rendrait l'initiative à la Wehrmacht. Fin de citation. Leurs objectifs allaient bien au-delà d'un simple succès local. Aux yeux de Hitler, Citadelle pouvait non seulement assurer un front plus court, mais aussi porter un coup psychologique et militaire écrasant. Peut-être même ouvrir la voie à une nouvelle avancée vers Moscou depuis le sud-est, en coordination avec d'autres forces. Comme le note l'historien David Glantz dans la bataille de Koursk, je cite, « Citadelle était la dernière chance de Hitler de reprendre l'initiative stratégique à l'Est et de retarder une défaite inévitable. » Fin de citation. Dès le début, des doutes existaient au sein du commandement allemand. Model avait averti que sa 9e armée était encore épuisée par les combats de l'hiver et manquait d'armes lourdes. Les livraisons des nouveaux chars Panther et Tiger accusèrent du retard et les pénuries d'hommes et de carburant persistaient. La boue du printemps a aggravé le problème, entraînant des retards répétés. Initialement prévus pour début mai, puis juin et enfin début juillet. Ces reports ont donné à l'armée rouge un temps précieux pour préparer ses défenses et ont laissé la Wehrmacht tenter son grand pari dans des conditions encore moins favorables. L'opération Citadelle n'était pas seulement un coup audacieux, mais c'était un risque que Hitler jugeait nécessaire pour inverser la tendance amorcée à Stalingrad. Au début de 1943, Staline et le Stavka, le haut commandement russe, savaient c'est que Hitler essaierait tôt ou tard de rétablir la situation allemande à l'Est. Les services de renseignement soviétiques, s'appuyant sur de multiples sources, y compris des réseaux d'espionnage opérant en Suisse et des informations obtenues grâce aux interceptions britanniques ultra, avaient commencé à se faire une idée plus précise de l'endroit où le prochain coup allemand pourrait frapper. Bien que les détails restent contestés, tels que les horaires exacts, la force et les axes précis de l'attaque, le saillant de Koursk s'est imposé dans l'esprit des soviétiques comme le point focal le plus probable. Le maréchal Gueorgui Zhukov, dont l'influence stratégique avait augmenté depuis Stalingrad, a fortement plaidé pour une posture défensive capable d'absorber et de freiner toute avancée allemande.
comme il l'a averti dans une lettre adressée à Staline, datée du 8 avril 1943, je cite, « Dans la première phase, l'ennemi, rassemblant ses meilleures forces, y compris 13 à 15 divisions de chars et avec le soutien d'un grand nombre d'avions, frappera Koursk avec son groupement Kromskom-Orel depuis le nord-est et son groupement Belgorod-Kharkov depuis le sud-est. Je considère qu'il n'est pas souhaitable que nos forces passent à l'offensive dans un avenir proche afin de devancer l'ennemi. Il vaudrait mieux laisser l'ennemi s'épuiser contre nos défenses et détruire ses chars, puis amener des réserves fraîches pour passer à l'offensive générale, ce qui achèverait définitivement sa force principale. » Fin de citation. Sous cette directive, le haut commandement soviétique a assigné Rokossovski à le front central, la face nord du saillant, et Vatoutine au front de Voronej, la face sud. Pendant ce temps, le front de la steppe avec Ivan Konev était maintenu en réserve stratégique plus à l'est, prêt à intervenir une fois que les Allemands se seraient engagés. Au fil des mois du printemps, les préparatifs défensifs soviétiques ont pris une ampleur presque industrielle. Les fronts central et de Voronej ont construit 3 principales lignes défensives dans leur secteur, chacune subdivisée en zones de fortification. Derrière celles-ci, 3 lignes supplémentaires ont été préparées comme position de repli. La profondeur totale des 3 principales lignes atteignait environ 40 km. L'ensemble du système de 6 lignes de défense de chaque côté de Koursk s'étendait sur une profondeur de 130 à 150 km. Avec encore plus de défense, tenue par le front de la steppe au-delà, la profondeur totale du dispositif défensif atteignait près de 300 km selon certains calculs. Les travaux du génie étaient immenses. Les sapeurs de combat soviétiques et un nombre immense de civils, environ 300 000 ouvriers à l'été 1943, creusèrent des tranchées, construisirent des fossés anti-chars, érigèrent des réseaux de barbelés et camouflèrent des nids de mitrailleuses. Les champs de mines se sont multipliés. Plus de 500 000 mines anti-chars et environ 440 000 mines antipersonnelles furent posées à travers le saillant avec les plus fortes densités dans la première ceinture défensive. Certains de ces champs de mines avaient des densités d'environ 1500 mines anti-chars et environ 1700 mines antipersonnelles par kilomètre. À titre de référence, cela signifie que pour chaque 60 cm, soit environ 2 pieds de déplacement, vous étiez presque certain de marcher sur une mine. Des points d'appui ont été construits autour des axes d'attaque probables. Chaque point fort comprenait généralement plusieurs canons anti-chars, des armes légères, des bunkers et des mortiers. De nombreux véhicules blindés, enterrés et canons automoteurs ont été utilisés pour renforcer les défenses fixes. Les soviétiques ont également déployé des détachements mobiles d'obstacles, des unités du génie spécialisées dont la tâche était de poser des mines et des obstacles sur le passage des formations blindées allemandes, agissant comme des réserves anti-chars flexibles au niveau de la division du corps et du front. La Stavka a également constitué des réserves opérationnelles prêtes pour une contre-contre-attaque. Une fois que l'offensive allemande aurait perdu son élan, les forces soviétiques sous le commandement de Rokossovski, Vatoutine et plus tard Konev pourraient lancer des opérations de riposte. Staline, Zhukov et le commandement soviétique avaient décidé de ne pas anticiper l'attaque allemande par une offensive générale. Au contraire, ils laisseraient dévenir les Allemands, les canaliser dans des défenses préparées, les saigner puis lancer une contre-attaque. Tout cela faisait de Koursk bien plus qu'un simple saillant. Pour les soviétiques, cela devenait une forteresse, un piège. Lorsque les Allemands attaqueraient en juillet, ils se retrouveraient non seulement à devoir percer les lignes, mais aussi à traverser un véritable labyrinthe de défenses préparées, de champs de mines, de réserves et de forces russes embusquées, prêtes à saisir le moment pour contre-attaquer. Au matin du 5 juillet 1943, les vastes plaines du saillant de Koursk tremblèrent sous les premiers grondements de l'opération Citadelle.
Avant que les chars ne s'engagent, les Allemands déclenchèrent un barrage d'artillerie féroce, pilonnant les positions avancées soviétiques pendant près d'une heure et demie au nord et une heure au sud. Le tonnerre de milliers d'obus fut bientôt accompagné par le rugissement des bombardiers de la Luftwaffe qui frappèrent les positions défensives et les aérodromes soviétiques, cherchant à affaiblir la résistance et à prendre le contrôle du ciel. Puis les pointes blindées avancèrent. Au centre de l'offensive allemande se trouvaient leurs armes les plus puissantes, les chars Tiger, Panther et Ferdinand. Le Tiger I était une présence imposante. Son blindage épais et son canon de 88 mm étaient capables de détruire les chars soviétiques à longue distance. Son blindage frontal pouvait dépasser 100 mm et il pesait plus de 50 tonnes, une forteresse de métal que peu d'armes soviétiques pouvaient atteindre de face. Le Panther, bien que nouveau et encore non testé, combinait la vitesse avec un canon redoutable de 75 mm à haute vélocité et son blindage frontal incliné lui offrait une meilleure protection que les chars allemands précédents. Enfin, et certainement pas des moindres, il y avait le Ferdinand, plus tard connu sous le nom d'éléphant, un véritable colosse du champ de bataille. Pesant 65 tonnes et armé d'un canon de 88 mm, son blindage atteignait par endroits près de 200 mm d'épaisseur. Un seul tir de la plupart des canons soviétiques ne pouvait guère faire plus que ricocher. La contrepartie était que le Ferdinand était lourd et lent, sa mobilité étant limitée à environ 30 km à l'heure, soit un peu moins de 19 miles à l'heure. Et comme toutes les machines, il était vulnérable aux pannes mécaniques. Dans le secteur nord, le colonel-général, la 9e armée du colonel-général Walter Maudsley ont commencé leur avancée vers le sud depuis la région d'Orel. Les hommes de Maudsley ont immédiatement été confrontés à des obstacles, de profonds champs de mines, des positions anti-chars renforcées et des lignes défensives soviétiques bien préparées. Malgré le soutien de l'artillerie et les bombardements aériens, l'avancée s'est pratiquement arrêtée lorsque les contre-attaques soviétiques ont frappé leurs flancs. Les progrès se mesuraient en quelques kilomètres à peine et les forces de Maudsley se sont retrouvées à lutter contre des défenses qu'elles espéraient percer rapidement. Au sud, la 4e armée blindée du général Hermann Huth, aidée par le 2e corps blindé SS sous le commandement de Paul Hauser, a rencontré un terrain plus favorable et des positions avancées soviétiques légèrement moins solides. Ici, les Allemands pouvaient avancer plus rapidement et les chars lourds pouvaient démontrer leur puissance de feu avec plus d'efficacité. Les formations du Sud comprenaient davantage de chars Tiger et Panther, ainsi qu'un certain nombre de Ferdinand. Leur tâche était de percer les lignes soviétiques, de pénétrer en profondeur dans le saillant et de foncer vers la ville de Prokhorovka, où les planificateurs allemands prévoyaient un affrontement décisif. Pourtant, même ici, l'avancée n'était pas facile. Les défenses soviétiques étaient profondes et astucieusement organisées, avec de l'artillerie enterrée derrière des positions cachées. Des champs de mines étaient dissimulés sous la terre et des canons antichars pointaient depuis des positions fortifiées. Pourtant, Huth était confiant et déterminé. Il écrira plus tard à propos de son affrontement avec les Russes retranchés, je cite, « La capacité à s'adapter rapidement aux circonstances changeantes est l'essence d'un commandement réussi. » Fin de citation. Au fil de la première semaine de l'offensive, les unités allemandes dans les deux secteurs commencèrent à ressentir la pression. Les véhicules tombaient en panne, les lignes de ravitaillement étaient tirées à l'extrême et chaque kilomètre de progression nécessitait de déminer, de neutraliser les canons soviétiques retranchés et d'avancer sous un feu constant. Les forces du Sud réussirent à pénétrer plus profondément que celles du Nord, mais le mouvement en tenaille nécessaire pour encercler les défenseurs soviétiques ne s'était pas encore formé. L'armée rouge, gardant soigneusement ses réserves juste hors de portée, observait et attendait, prête à contre-attaquer l'offensive allemande une fois que leur formation blindée serait engagée et vulnérable. À la mi-juillet, l'offensive allemande avait obtenu quelques gains locaux, mais rien qui ne s'approchait du succès éclatant que Hitler espérait. L'avance au nord s'était pratiquement arrêtée, et la percée au sud, bien que plus profonde, faisait face à une résistance croissante. Les mastodontes blindés de la Wehrmacht, les Tigres,
Les Panthères et les Ferdinand s'étaient révélés terriblement efficaces, mais ils n'étaient pas invincibles. La scène était désormais prête pour le prochain affrontement monumental, l'immense engagement de chars à Prokhorovka, qui mettrait à l'épreuve à la fois la technologie allemande et la résilience soviétique dans ce que certains qualifieraient de plus grande bataille de chars de la guerre. Les lignes étaient désormais tracées. Les hommes étaient de près et les plaines de Koursk attendirent la tempête à venir. Le 12 juillet 1943, les vastes plaines près de Prokhorovka devinrent le théâtre de l'une des batailles de chars les plus intenses et controversées de l'histoire. À l'aube, l'air était chargé de fumée et du grondement lointain de l'artillerie. Le sol tremblait sous le poids de milliers de chars et de véhicules blindés, tous prêts pour l'affrontement qui allait marquer la bataille de Koursk. Les Allemands, sous le commandement du général Hermann Huth, avaient engagé leurs forces d'élite dans cet affrontement décisif. Le 2e corps blindé SS, dirigé par le général Paul Hauser, avançait avec une puissance redoutable. Au cœur de leur assaut se trouvaient les puissants chars Tiger-Hitza, des colosses capables de détruire les chars soviétiques à longue distance. Les nouveaux chars Panther, plus légers, plus rapides et dotés d'un blindage incliné, étaient capables de percer efficacement les défenses soviétiques. Et avançant lourdement avec eux, les canons d'assaut Ferdinand offrant une puissance de feu dévastatrice, mais avec une mobilité limitée. Cependant, les soviétiques n'étaient pas pris au dépourvu. La 5e armée de chars de la garde, commandée par le général Pavel Rotmistrov, était prête à contrer l'assaut allemand. Leur force comprenait les robustes chars moyens T-34, réputés pour leur blindage incliné et leurs canons de 76,2 mm capables de rivaliser avec les chars allemands à courte distance. Les chars lourds KV-1, bien que plus lents et moins nombreux, offraient une résistance redoutable grâce à leur blindage épais et leur armement puissant. De plus, les forces soviétiques déployaient une variété d'armes anti-chars, notamment les canons anti-chars de 45 mm et de 76,2 mm conçus pour stopper l'avancée des blindés ennemis. La bataille commença par un barrage tonitruant alors que l'artillerie allemande et les bombardiers de la Luftwaffe tentaient d'affaiblir les positions soviétiques. Mais malgré ces efforts, les défenses soviétiques tinrent bon. À mesure que les chars allemands avançaient, ils rencontrèrent des positions anti-chars bien préparées, des champs de mines et de l'infanterie retranchée, ce qui ralentit leur progression et leur infligea des pertes importantes. L'affrontement s'est intensifié en un combat rapproché, avec des chars manœuvrant à travers le champ de bataille, remplis de fumée et tirant les uns sur les autres à bout portant. L'air était saturé de l'odeur âcre du carburant brûlé et du vacarme assourdissant des tirs. Le sol était jonché des carcasses de chars détruits, leurs épaves servant de sombres rappels de la férocité de la bataille. Au milieu du chaos, le général Huth a commenté les défis auxquels ses forces étaient confrontées. Citation. Le commandement avait surmonté sa tendance profondément ancrée à s'en tenir à la routine et son impuissance face aux circonstances imprévues. Fin de citation. Cette reconnaissance souligne l'adaptabilité nécessaire face à une résistance inattendue et à l'évolution de la nature du champ de bataille. Malgré les avancées initiales des Allemands, les contre-attaques soviétiques commencèrent à faire leur effet. La 5e armée de chars de la garde lança une série d'assauts coordonnés, exploitant les faiblesses des lignes allemandes et infligeant des dégâts importants. Les forces allemandes, déjà très dispersées et subissant des pertes croissantes, peinaient à maintenir leur élan. La bataille de Prokhorovka devint instantanément légendaire, souvent décrite dans les sources soviétiques comme le plus grand affrontement de chars de l'histoire. Selon les récits soviétiques contemporains, plus de 1200 chars se seraient affrontés sur le champ de bataille lors d'un engagement titanesque, un chiffre qui amplifiait l'ampleur perçue et l'héroïsme de la résistance de l'armée rouge. Ces chiffres furent largement diffusés et constituèrent l'épine dorsale de la propagande de guerre, présentant l'affrontement comme une lutte quasi apocalyptique entre des titans blindés.
Cependant, les historiens modernes ont considérablement révisé ces chiffres. Un examen attentif des archives allemandes et soviétiques suggère que le nombre réel de chars engagés était plus proche de 600 à 800 pour les deux camps réunis. Cela reste immense à tous égards, mais c'est bien moins que ce qu'affirmait le récit soviétique. Selon les mots de l'historien David Glantz, je cite, « La bataille de Prokhorovka n'a pas été la plus grande bataille de chars en une seule journée de l'histoire. Elle n'a pas marqué la fin des forces blindées allemandes, ni été une bataille qui aurait potentiellement décidé du sort de toute la guerre sur le front de l'Est. Il ne fait aucun doute cependant que ce fut un affrontement très important et pour la 5e armée de chars de la garde soviétique, un désastre. » Fin de citation. Cette évaluation mesurée reflète à la fois le mythe et la réalité de Prokhorovka. Bien que l'armée allemande n'ait pas réussi à percer la progression de la tenaille, ayant été ralentie puis finalement stoppée, la 5e armée de chars de la garde soviétique a supporté le poids principal des combats à Prokhorovka. Les soviétiques ont subi des pertes extrêmement lourdes en hommes et en chars, les estimations suggérant que des centaines de chars ont été détruits ou mis hors de combat en une seule journée. Sur le plan stratégique, Prokhorovka a contribué à la contre-offensive soviétique ultérieure et à l'échec de l'opération Citadelle. Mais sur le plan tactique, les blindés allemands ont relativement bien tenu dans le sud. Et la contre-attaque héroïque des soviétiques qui a suivi s'est payée très cher, même si elle a marqué le début d'un tournant stratégique. Prokhorovka reste l'une des batailles de chars les plus intenses et emblématiques de la Seconde Guerre mondiale en raison de l'intensité et de l'ampleur des combats. Le caractère rapproché des combats, combiné au déploiement de certains des chars les plus redoutables de la guerre, a créé un spectacle de guerre blindée qui a captivé l'imagination aussi bien des historiens que des passionnés. Dans les jours qui ont suivi, le champ de bataille était jonché des restes de plus de 500 chars et canons d'assaut témoignage de la férocité de l'affrontement. Le coût humain fut tout aussi stupéfiant, avec des milliers de soldats des deux camps tués, blessés ou portés disparus. La bataille de Prokhorovka a marqué un tournant sur le front de l'Est. Les forces allemandes, n'ayant pas réussi à obtenir une percée décisive, furent contraintes de battre en retraite. Les soviétiques, ayant résisté à l'assaut, ont pris l'initiative et lancé leur contre-offensive, repoussant les Allemands et reprenant les territoires perdus. Après la fin de l'opération Citadelle, les soviétiques se sont rapidement passés de la défense à l'offensive. À la mi-juillet 1943, l'armée rouge avait soigneusement positionné ses réserves et deux grandes contre-offensives furent lancées. L'opération Kutuzov contre le saillant d'Orel au nord et l'opération Polkovodets-Roumiantsev au sud en direction de Belgorod et Kharkov. L'opération Kutuzov, débutant le 12 juillet, impliquait plus de 1,3 million de soldats soviétiques soutenus par des milliers de pièces d'artillerie et des centaines de chars. Le maréchal Gueorgui Zhukov et le général Nikolaï Vatoutine ont orchestré l'assaut avec le double objectif d'encercler la 2e armée blindée allemande et d'exploiter le secteur nord affaibli des Allemands. Après l'échec de l'offensive Citadelle, à la mi-août, les forces soviétiques avaient profondément pénétré les positions allemandes, encerclant des poches de troupes et forçant un retrait allemand d'Orel au plus tard le 18 août. Simultanément, l'opération Polkovodets-Roumiantsev fut lancée le 3 août dans le secteur sud, visant à libérer Kharkov et à éliminer la présence allemande à Belgorod. Cette offensive impliquait la 1e et la 5e armée de chars de la garde, ainsi que de nombreuses divisions de fusiliers. Les soviétiques ont employé des tactiques interarmes, coordonnant l'infanterie, l'artillerie, les blindés et le soutien aérien pour exploiter les brèches créées par la surextension des défenses allemandes. Le 23 août, les troupes soviétiques avaient libéré Kharkov, marquant la dernière fois que la ville changerait de main pendant la guerre et démontrant la compétence opérationnelle croissante de l'armée rouge. La réponse allemande à ces contre-offensives était limitée par le manque de main-d'œuvre, l'épuisement des blindés et des lignes de ravitaillement trop étendues.
Hitler, reconnaissant que l'opération Citadelle n'avait pas atteint ses objectifs et que l'armée allemande ne pouvait pas soutenir un engagement prolongé, mit officiellement fin à Citadelle le 13 juillet 1943. Les commandants allemands, dont Manstein et Huth, ont tenté de stabiliser le front, mais leurs options étaient limitées. Les unités qui avaient survécu à la pince sud furent contraintes de se replier sur des positions défensives, souvent dans des tranchées préparées à la hâte et derrière des fortifications endommagées. Les pertes en vies humaines et en matériel furent lourdes des deux côtés. Les sources soviétiques ont rapporté environ 430 000 pertes rien que pendant l'opération Kutuzov, dont plus de 112 000 morts. Les pertes allemandes pendant l'opération Citadelle comprenaient environ 200 000 hommes, ainsi que la destruction ou l'endommagement de 700 chars et de 1000 avions. Ces chiffres ne reflètent qu'en partie le coût humain et matériel de la campagne. Les soldats ont enduré des conditions de combat extrêmes et des unités entières ont été rendues inaptes au combat pendant des semaines. Sur le plan stratégique, la fin de Citadelle a marqué un tournant définitif sur le front de l'Est. L'Allemagne, ayant perdu l'initiative et subi des pertes irréparables, a été contrainte d'adopter une posture défensive pour le reste de 1943. L'Union soviétique, quant à elle, avait démontré l'efficacité des réserves en profondeur, des défenses échelonnées et de la coordination opérationnelle entre plusieurs fronts. Le succès de Kutuzov et Polkovodets-Roumiantsev a permis à l'armée rouge de prendre l'initiative, forçant la Wehrmacht à reculer et préparant le terrain pour leurs offensives successives. Cela allait repousser progressivement les forces allemandes vers l'ouest, contribuant finalement à la chute de Berlin en 1945. Comme l'observe l'historien David Glantz, bien que les Allemands aient évité une défaite catastrophique à Prokhorovka même, l'échec de l'opération Citadelle et les contre-offensives soviétiques qui ont suivi ont définitivement mis fin à tout espoir de reprendre l'initiative stratégique sur le front de l'Est. La bataille de Koursk a laissé une marque durable sur la Seconde Guerre mondiale et sur l'histoire de la guerre blindée. Pour la première fois, l'armée rouge n'avait pas seulement absorbé une grande offensive allemande, mais elle était également passée sans difficulté à une contre-offensive soutenue et de grande envergure. Le succès des opérations Kutuzov et Polkovodets-Roumiantsev a démontré que l'Union soviétique ne se battait plus simplement pour survivre. Elle était capable de planifier et d'exécuter des opérations coordonnées sur plusieurs fronts, avec des réserves en profondeur prêtes à exploiter les faiblesses de l'ennemi. La sophistication croissante de l'armée rouge dans les tactiques interarmes, la coordination entre l'infanterie, les blindés, l'artillerie et le soutien aérien est devenue un modèle pour les campagnes ultérieures qui allaient dû repousser progressivement les forces allemandes vers l'ouest. Pour la Wehrmacht, Koursk fut un coup aussi bien psychologique que physique. L'échec de l'opération Citadelle a brisé l'aura d'invincibilité allemande qui persistait depuis les premiers jours de la guerre. L'insistance d'Adolf Hitler sur une percée décisive avait coûté aux Allemands des hommes, des chars et des avions irremplaçables, les laissant définitivement sur la défensive à l'Est. Même leurs formations de panzer les plus redoutées n'étaient de plus capables d'imposer le rythme de la bataille. David Glantz note que la campagne a révélé à la fois les limites de la planification opérationnelle allemande et la résilience de la machine militaire soviétique qui avait appris à absorber, endurer et finalement contrer les attaques les plus puissantes de la Wehrmacht. Koursk est depuis devenu un symbole de la guerre industrialisée et le tournant du front de l'Est. On s'en souvient non seulement pour la plus grande bataille de chars de l'histoire, selon l'expression consacrée, mais aussi pour la préparation minutieuse, le renseignement et l'ampleur considérable des efforts des deux côtés. Aujourd'hui, elle reste un témoignage de la dureté de la guerre. Des frappes éclairs, des manœuvres rapides, jusqu'aux opérations coordonnées d'usure, la combinaison de les effectifs, du matériel et de la planification à une échelle sans précédent. Dans l'histoire militaire, Koursk fut plus qu'une simple bataille.
Ce fut un moment où l'élan de la guerre bascula de façon décisive et l'armée rouge commença son avance inexorable vers Berlin et la fin de la Seconde Guerre mondiale.